Lutte contre la vie chère. L'institution de microfinance CELPED Finance SA propose des produits financiers susceptibles de résoudre l'équation difficile de la vie chère en Côte d'Ivoire. Lutte contre le chômage. Les djosseurs de Naman de la commune du Plateau, insérés dans le tissu socio-professionnel, ils sont désormais appelés vigiles de rue. L'UPSUP, Union patronale de l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire, a fait un don de vivres et de non-vivres aux pensionnaires de l'orphelinat des garçons de Bingerville dans le cadre de ses actions sociales. Et puis nous parlerons de la médecine traditionnelle et de la phytothérapie. À l'occasion du lancement de la première journée, les acteurs plaident pour une meilleure organisation. Madame, Monsieur, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Intéressons-nous à la cherté de la vie pour débuter cette édition. Le directeur général de l'institution de microfinance CELPED Finance SA a initié une conférence de presse à Abidjan. Souleymane Ouattara, face aux médias, a présenté son institution, mais surtout proposé des produits financiers susceptibles de résoudre l'équation difficile de la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. Mon désir Nascimento et Marie Sisseri. La flambée des prix généralisés continue d'alimenter l'actualité en Côte d'Ivoire. Après les autorités ivoiriennes, les responsables de CELPED, institution de microfinance et d'émission de monnaie électronique, sont montés à leur tour au créneau. Au travers d'une conférence de presse, Souleymane Ouattara, directeur général de CELPED Finance SA, a davantage présenté son institution étendue sur le territoire national avec notamment 42 agences à Abidjan et plus de 6 000 agents agréés pour réussir le maillage du pays en matière de bancarisation. Ce matin, nous allons vous présenter essentiellement 3 offres de CELPED. La première, c'est les services bancaires de qualité au coût le plus bas. L'ambition de CELPED est d'offrir des services financiers innovants parce que la clientèle se veut de plus en plus exigeante aussi, des services financiers sur mesure et de la meilleure qualité, surtout au moindre coût. L'autre point ayant marqué les échanges avec les hommes de la presse, c'est les services innovants proposés par CELPED Finance SA. L'institution a mis à la disposition de toutes les catégories socio-professionnelles des produits financiers susceptibles de résoudre en Côte d'Ivoire l'équation difficile de la vie chère. Des offres taillées sur mesure à taux et coûts réduits permettant surtout aux commerçants une disponibilité de liquidité afin de payer en gros, réduisant ainsi les coûts. Le paiement par téléphone portable de CELPED permet de faciliter les transactions pour les clients et les commerçants et en plus, ça lutte contre la cherté de la vie. Troisième point, le transfert d'argent sur tous les réseaux mobiles de CELPED dans toutes les villes des pays de la CEDEAO et plus tard dans tous les pays de l'Afrique à moindre coût. Après avoir mis en place son infrastructure digitale composée notamment d'applications CELPED avec le mobile banking et la carte Visa Jim UEMOA, l'institution ambitionne dans les prochains jours aller à la conquête du marché sous-régional. La commune du Plateau n'aura plus ses djosseurs de Naman, mais des vigiles de rue. Ces jeunes qui se sont donnés pour rôle d'aider au stationnement des véhicules dans les rues de la commune ont été professionnalisés et reconnus par les autorités municipales. Un programme d'insertion professionnelle dénommé Plateau Naman, initié par le maire de la commune, Jacques Ehouo. Plateau, commune des affaires. Ici, le rétroviseur est souvent inutile en cas de stationnement. De jeunes hommes positionnés à chaque coin de rue se chargent d'orienter les automobilistes. Communément appelés les djosseurs de Naman, c'est désormais muni d'un uniforme qu'ils exerceront cette activité. Une professionnalisation voulue par le maire de la commune du Plateau, Jacques Ehouo, qui a inséré une centaine d'entre eux dans son programme Plateau Naman, dont l'objectif est de faire de ces ex-djosseurs de Naman des vigiles de rue. Leur mission sera de mettre de l'ordre au niveau du stationnement ainsi que dans la fluidité du trafic et de s'assurer de la propriété des rues. Nous avons décidé de les organiser. Nous leur avons dit, quand vous allez venir le matin, aidez au stationnement.
Vous pouvez aider, c'est vrai, mais vous ne pouvez plus exiger de l'argent à ceux qui stationnent, à ceux qui se garent. Vous devez agir gratuitement. Parce que c'est ce qui a amené beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Abidjanais à dire nous on ne veut plus voir les Namans au plateau. On a dit qu'à partir du 1er mars, on va les habiller, les rendre en vigiles de rue. Ils vont devenir des surveillants de la rue. Ce rôle-là, ils le font tous les jours. Mais à nous de faire de telle sorte qu'ils le fassent dans le respect de ceux qui viennent dans la commune et ceux qui partent de la commune. Plus de raquettes pour vendre leurs services. Grâce à ce programme, les vigiles de rue sont pris en charge par la mairie qui leur versera une prime hebdomadaire via une carte de crédit. Un projet que le ministre de la Jeunesse et de l'Insertion professionnelle, Mamadou Touré, a tenu à saluer. Mettre en place un programme cohérent qui leur permettra, au-delà de ce qu'ils font, d'avoir d'autres possibilités. J'ai entendu permis de conduire, possibilité de formation. Je voudrais te dire que tu as le soutien de mon ministère. Je suis Ndiaye, c'est-à-dire on est Ndiaye, nous tous on est fans. Nous tous on est contents. Parce que ça fait plus de, comme vous-même vous avez calculé tout à l'heure, ça fait plus de 25 ans. Depuis le pays Côte d'Ivoire, plateau ici compris, il n'y a pas un maire qui a fait ce qui vient de se passer là tout à l'heure. Jamais. Rappelons que ce programme Plateau Naman, qui vise à la formalisation des josseurs de Naman, a débuté depuis le 1er mars 2022. Vêtus de couleurs spécifiques en fonction de leur zone d'intervention, les vigiles de rue peuvent déjà être distingués dans les rues du centre des affaires, une nouvelle ère pour ce mouvement qui a débuté depuis les années 90. C'était un reportage signé Walter Kofi et Ismaël Doza. Parlons de bonne gouvernance à présent avec les acteurs principaux de l'OGPCI, entendez Open Government Partnership, qui se sont réunis à Abidjan. Après plusieurs activités planifiées, exécutées et démarrées, ils ont procédé au bilan de l'année 2021. Une année fructueuse pour l'initiative multilatérale à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré en 2015 et qui vise entre autres à améliorer la participation citoyenne à l'action politique publique. Mon désir Nascimento, Marius Sissiri. Renforcer la qualité de la gouvernance ouverte dans un esprit de co-création de l'action publique aux côtés des organisations de la société civile, des médias et du secteur privé, tel est le but de l'OGP, entendez, Partenariat pour un gouvernement ouvert ou encore Open Government Partnership. C'est une initiative multilatérale à laquelle la Côte d'Ivoire a adhéré depuis 2015. Son comité technique en Côte d'Ivoire, dirigé par Mariama Kone, a réalisé un certain nombre d'activités en 2021, dont le bilan a été dressé le lundi 28 février 2022 à Abidjan. En effet, plusieurs activités ont été menées, notamment sur la vulgarisation et la sensibilisation à l'OGP, le suivi et la mise en œuvre du plan d'action 2020-2022, la collecte des thématiques pour l'élaboration du plan d'action 2022-2024, la participation active de la Côte d'Ivoire aux rencontres régionales et internationales, la révision du cadre institutionnel, instruit par M. le ministre point focal de l'OGP lors de la cérémonie bilan qui nous a réunis l'année dernière. Toutes les parties prenantes à cette plateforme des principaux acteurs de l'OGPCI ont répondu présents. Les organisations de la société civile, la représentation de l'AFD, Agence française de développement et autres ministères. C'est le ministre Souleymane Diarra-Souba qui a présidé cette activité bilan et perspective de l'OGPCI. Il a exhorté les acteurs de cet instrument de bonne gouvernance à envisager tous les engagements ambitieux en vue de placer la Côte d'Ivoire dans le précaré des nations bien dirigées. Comme vous pouvez le noter, plusieurs chantiers ont été ouverts et avancent assurément. Toutefois, je voudrais inviter tous les acteurs de l'OGP à poursuivre leurs efforts de collaboration, d'interaction pour parvenir à des résultats encore plus probants et apporter le cachet qu'il faut à OGP Côte d'Ivoire. Il est bon de souligner que l'OGP, Partenariat pour un gouvernement ouvert, vise entre autres à favoriser la transparence dans les affaires publiques, l'intégrité dans l'action publique et des agents publics.
L'école professionnelle de médiation et de la négociation et le centre professionnel de médiation et de la négociation ont lancé la formation de la 6e promotion des auditeurs à Abidjan. Après 4 jours, 2 modules en présentiel sont passés en revue pour cette première phase aux 14 auditeurs de la promotion 2022. L'objectif est de former les auditeurs professionnels dans les techniques de négociation en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu et Marie Sissiri. Ils sont 14 auditeurs venus s'outiller de la nouvelle méthode de la médiation pour accompagner toutes les problématiques dans leurs différents secteurs. Pour cette cuvée d'auditeurs de la 6e promotion, la formation est organisée en 3 phases, dont la première en présentiel qui s'achève ce jour. Elle s'est appesantie sur la pratique de la médiation avec l'initiation et le praticien 1. 2 modules importants qui entrent dans le cadre du travail du médiateur professionnel. Il y a 7 modules, en tout, ce qui fait donc 14 jours. Mais il est évident qu'on ne devient pas 14 jours, en 14 jours on ne devient pas médiateur. Donc il y a beaucoup de travail à faire entre les sessions. Ça c'est ce que je leur ai dit tout à l'heure, là, parce qu'on se revoit en juin. Je reviens ici au mois de juin. Pour d'autres sessions, il y en aura 2 autres. On aura le praticien 2, le médiateur 1, APEX. L'objectif visé est de mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire des médiateurs professionnels bien formés et qui répondent aux attentes des populations. L'objectif de ces médiateurs qui deviendront des médiateurs professionnels, c'est de maîtriser une méthodologie résolutoire d'intervention pour les conflits. Mais en tout cas, en dehors du conflit, je dirais, nous sommes des spécialistes des relations. Donc, elles sont outillées, elles apprennent une méthode scientifique qui s'applique dans tous les secteurs d'activité, qui accompagne à la transformation de nos organisations. Les participants justifient leur présence à cette formation de la médiation professionnelle et de la négociation. Quand on veut un règlement définitif via le tribunal du travail, vous en avez pour au moins 2 ans. Or, avec la médiation professionnelle, au bout de 1 à 2 mois, le règlement du conflit est réglé. J'estime que n'est pas médiateur qui le veut, mais qui en a reçu la formation. Et je me suis inscrite pour avoir les outils nécessaires. Les prochains modules en présentiel sont prévus pour le mois de juin prochain à Abidjan et les 14 auditeurs auront au programme le praticien 2 et le médiateur 1. D'ici là, il y a tout un travail à faire et les enseignements sont dispensés en ligne sur la plateforme de travail collectif de la médiation où ils auront à interagir avec leurs différents collègues. Poursuivons cette édition avec la formation maritime, exercice des pouvoirs de police en mer, cas des vols à main armée, piraterie maritime et trafic illicite. C'est autour de cette thématique que les experts et auditeurs venus d'horizons divers réfléchissent dans le cadre d'un séminaire de formation qui se tient à l'ARSTM, entendez, Académie régionale des sciences et techniques de la mer. L'objectif est de trouver des solutions aux problèmes à certaines activités qui menacent la sûreté et la sécurité des États riverains du golfe de Guinée. Amidia Rassouba et Richard Akeke. Depuis une quinzaine d'années, l'espace maritime est en proie à l'insécurité de tous genres, raison pour laquelle un séminaire de formation avec pour thématique exercice des pouvoirs de police de mer, cas des vols à main armée, piraterie maritime et trafic illicite ont été initiés par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM. Cette formation vise à enseigner le régime pénal des différents espaces maritimes, instruire sur les techniques de renseignement et de ciblage des navires à risque en mer, en rade et dans les ports. Renforcer le savoir-faire en matière de procédures et de techniques de visite à bord des navires et enseigner les techniques de fuite des navires pouvant aboutir à la constatation de l'infraction. Afin de mettre fin à ces fléaux qui minent le secteur maritime, plusieurs initiatives ont été prises. Pour tenter d'endiguer ce phénomène, des initiatives d'ordre juridique, institutionnel et opérationnel ont été entreprises, notamment l'adoption par certains pays de nouvelles stratégies de défense et de sécurité, l'acquisition de moyens navals d'intervention, la mise en place d'une architecture
de coordination des opérations maritimes, le CIC, le CRESMAC, le CRESMAO, j'en passe. En outre, la lutte contre la criminalité maritime ne peut être efficacement menée que si les acteurs engagés dans l'action de l'État en mer disposent d'une formation technique et opérationnelle adéquate. Un constat amer au regard des actes de grand banditisme dans le golfe de Guinée ces dernières années. Nous assistons à une recrudescence des actes de grand banditisme dans le golfe de Guinée ces dernières années. Les exemples sont légion. On peut citer à titre d'illustration la saisie en mars 2021 par la marine française de 6 tonnes de cocaïne dans le golfe de Guinée. L'interception par la marine nationale sénégalaise dans la nuit du 26 au 27 juin 2021 d'un navire sans pavillon impliqué dans un trafic international de hashish à 130 nautiques des côtes sénégalaises. Financé par l'Union européenne, ce séminaire s'inscrit dans le cadre du projet SWAMS, Support to West Africa Integrated Maritime Security, et de la CEDEAO. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé UPSUP a récemment fait don à l'orphelinat des garçons de Bingerville. Le président de l'Union patronale, accompagné de plusieurs membres, a offert aux orphelins des vivres et des non-vivres. Un geste symbolique significatif qui rentre dans le cadre des actions de la Commission des affaires sociales de l'UPSUP. Pierre Tebeu et Lignon Gilbert. En visite à l'orphelinat des garçons de Bingerville, le président de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé de Côte d'Ivoire, UPSUP, et plusieurs membres de l'Union patronale ont offert aux 180 pensionnaires d'ici des vivres constitués de riz, d'huile, de pâtes d'eau minérale et de pâtes alimentaires pour soutenir les enfants et des non-vivres. Tout cela accompagné d'une enveloppe de 1 million de francs CFA. Une visite qui entre dans le cadre des premières actions de la Commission des affaires sociales de l'Union patronale. Ça a vraiment été un appel du Seigneur pour que nous venions visiter ces enfants-là qui n'ont pas de parents. Et je pense que les dons que nous avons offerts auront vraiment un sens à leurs besoins. Ils sont allés plus loin dans leurs actions en faveur des orphelins en annonçant une prise en charge et une bourse d'études à ceux des pensionnaires qui obtiendront le baccalauréat et qui seront orientés dans les grandes écoles de Côte d'Ivoire dans les années à venir. L'Union patronale de l'enseignement supérieur privé forme à la fois dans le cadre des grandes écoles mais des universités privées. Vous avez vu l'élément fort que les enfants eux-mêmes nous ont démontré en disant que si vous allez dans l'enseignement supérieur privé, vous avez une voie de réussite. Nous ne savions pas qu'ils allaient faire ce speech. Mais nous, au fond de nous-mêmes, nous venons ici pour dire que nous sommes là pour ces enfants-là. Et qu'à partir de maintenant, nos portes sont ouvertes pour ces enfants. Ils ont des bourses d'études sur tout leur cycle d'études supérieures. À la fois dans les grandes écoles privées que dans les universités privées de Côte d'Ivoire. Alors ces bourses sont entièrement gratuite pour tous ces orphelins-là qui seront dans le cycle supérieur. Voilà, une visite qui donne déjà une lisibilité au premier mandat du nouveau président de l'UPSUP à la tête de l'Union patronale. Une action soutenue par le bureau et tous les membres de l'Union patronale qui entendent poursuivre les actions caritatives en faveur des plus vulnérables. Et notre président l'a dit, on leur ouvre la porte des grandes écoles. Donc aujourd'hui, on est dans l'émotion. Je voudrais donc exprimer toute ma joie. Vous voyez l'importance des dons faits en nature, en espèces et leur présence physique. Les enfants de l'orphelinat des garçons de Bingerville ont dansé, fait des sketchs pour remercier l'UPSUP et son président d'avoir pensé à eux.
Abordons à présent un volet sanitaire. La médecine moderne fait le diagnostic, mais la phytothérapie guérit toutes les maladies. C'est l'essentiel du message porté à la connaissance des populations le week-end dernier à l'occasion de la première édition de la médecine traditionnelle et de la phytothérapie. Initiée par le ministre Joël Nguessan, cette rencontre vise à interpeller les dirigeants et les acteurs de la phytothérapie pour une meilleure organisation en vue de rassurer les populations. Tima Traoré dans un commentaire de France Diomandé. Plus de 80% de la population africaine pratique la médecine traditionnelle selon les statistiques de la Banque mondiale et de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. En Côte d'Ivoire, précisément, le secteur continue d'inquiéter les populations quant au dosage, la microbiologie ou encore l'emballage. Une problématique à laquelle les acteurs ont essayé de répondre le week-end dernier à l'occasion du lancement de la première édition de la Journée de la médecine traditionnelle. Le ministre Joël Nguessan, initiateur de cette rencontre d'échange, plaide pour une meilleure organisation en vue de rassurer les populations. Il faut mettre en œuvre des idées pour pouvoir promouvoir cette médecine traditionnelle, lui donner un contenu pour que ça devienne quelque chose récupéré par les pouvoirs politiques pour dire ça on en fait notre priorité. Quand 85% des Ivoiriens se soignent dans la par rapport à la médecine traditionnelle, franchement, je préfère, moi personnellement, que tous les investissements que les pouvoirs publics, l'État peut mettre, que ça aille de 85% être là-bas. La journée de la médecine traditionnelle s'est voulu un cadre d'exposition de différents produits faits exclusivement à base de plantes traditionnelles pour soigner plusieurs maladies. Nous venons là aujourd'hui à partir de cette première journée de phytothérapie pour rassurer la population, pour rassurer tous ceux qui utilisent les médicaments à base de substances naturelles, en conciliation avec les laboratoires pharmaceutiques d'études pilotes sur les plantes médicinales. On est arrivé à des produits finis, on en a même en gélule. Nous sommes en train de voir comment arriver à produire des produits injectables à base de substances naturelles. C'est pour dire que sur un champ de la recherche scientifique, nous sommes en phase et à pied d'œuvre que nous ne baissons pas les bras. Je suis impressionnée chaque fois que je les entends parler, et je les entends parler avec passion. Et il se trouve que ceux qui exposent, en tout cas ceux que je connais, c'est des personnes qui ont fait des études jusqu'au niveau doctoral, donc qui ont quelque chose à apporter à notre nation et à l'humanité. Selon le ministre Joël Nguessan, des perspectives pour repenser le secteur de la phytothérapie sont nombreuses. Pour l'heure, les prochaines éditions de la journée seront meublées de panels de discussion sur les pathologies. Les dirigeants et travailleurs du groupe Étoile, société ivoirienne évoluant dans les travaux publics et l'électricité, se sont donné rendez-vous récemment à Grand-Bassam, cité balnéaire ivoirienne. Ils y étaient pour célébrer l'an 10 de leur société, mais aussi pour célébrer ceux qui 10 années durant ont donné des services loyaux. Mondésir Nascimento et Ezekiel Siri. Plus de stress pour les travailleurs du groupe Étoile le samedi 26 février dernier. Loin des ordinateurs, des documents administratifs et autres, ce jour a été consacré pour célébrer les 10 années d'existence de leur société. C'est à Grand-Bassam que les festivités ont eu lieu. Des danses et divers jeux ont permis aux travailleurs et aux responsables du groupe Étoile de vivre des moments de joie. L'occasion a été aussi choisie par Vaboa Dirasuba, directeur général du groupe Étoile, pour célébrer les travailleurs qui ont rendu de loyaux services permettant de relever les défis malgré les difficultés rencontrées par cette jeune entreprise. Les invités ici, ça répond à une démarche sociétale, à une politique qualité de l'entreprise que nous avons engagée pour célébrer, magnifier et partager les moments de joie avec nos collaborateurs. Parce que vous devrez savoir, les collaborateurs, ce sont nos premiers partenaires. Donc, nous, il faut les célébrer pour qu'ils s'impliquent encore davantage dans l'entreprise. Ils sont au nombre de 12
Et il y a eu 3 qui ont eu des prix. Ces 3 qui ont eu des prix sont là depuis le début. Et les 12 les autres sont là il y a 5 ans, 6 ans. Donc il faut les célébrer, les encourager, leur dire que non, le chemin, il y a beaucoup à faire, on a fait beaucoup, le meilleur est encore à venir. Pour ces travailleurs, cette célébration représente non seulement une fierté, une reconnaissance, mais aussi une source de motivation. Il est très important de reconnaître les efforts des employés. Et quand on reconnaît les efforts des employés, ça paye toujours. Bon, c'est une récompense et puis en même temps pour m'encourager, pour me dire de faire encore plus d'efforts. Vraiment merci aussi à M. Diarra-Souba qui a reconnu les efforts vraiment humains. Vraiment, ce n'a pas été facile durant toutes ces 10 années, mais nous disons merci, nous rendons gloire à Dieu pour tout ce moment qu'il a permis. Il faut souligner qu'au cours de cette célébration du 10e anniversaire, les responsables ont profité pour aborder les difficultés et les perspectives pour les 10 prochaines années afin de maintenir et accélérer la croissance du groupe Étoile. Nous avons essayé d'avoir des équipes dynamiques, des équipes techniques avec un bon niveau d'expérience. Un gâteau a été coupé à l'issue de la première partie de la célébration, donnant lieu ainsi au bal postière. À Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a procédé à l'inauguration du nouveau centre de dispatching national. La mise en service de ce deuxième centre de dispatching après celui d'Abidjan en 1981 vise à faire de la Côte d'Ivoire une référence de fourniture en électricité et de gestion intégrée de flux d'énergie en Afrique de l'Ouest. Pierre Tebe nous commente ce reportage de Charles Kouakou. Bâti sur une superficie d'environ 3 hectares et d'un coût de 26 milliards de francs CFA, le nouveau centre de dispatching national de Côte d'Ivoire Énergie est situé à Yamoussoukro. Inauguré ce jour par le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, il est le deuxième centre du genre après celui d'Abidjan inauguré en 1981. Cette infrastructure permettra de fournir l'électricité et assurer un équilibre permanent entre l'offre et la demande. Le dispatching national de Yamoussoukro nous permettra d'assurer la supervision de l'ensemble du réseau électrique ivoirien, qui comprend actuellement 10 centrales avec 39 unités de production, d'une capacité totale de 2269 MW installés à ce jour, 66 postes de transformation à haute tension, près de 8000 km de lignes haute tension, plus de 26 000 km de lignes en moyenne tension et plus de 14 000 postes de distribution en moyenne et basse tension pour fournir à plus de 8 300 localités une électricité de meilleure qualité. Ce nouveau centre de dispatching national de Côte d'Ivoire Énergie a 3 niveaux. Le premier niveau est constitué de l'ensemble des équipements installés dans les centrales de production et les postes. Le deuxième est consacré au réseau de télécommunications en fibre optique hyper performant de plus de 2000 km. Quant au troisième niveau, il comporte les centres de contrôle, un acquis important pour la Côte d'Ivoire. C'est en application du plan directeur automatisme téléconduite, l'un des 4 plans directeurs qui gouvernent le développement énergétique du pays, qu'est né le projet de dispatching de Yamoussoukro. Cette importante infrastructure nous assurera la supervision de notre outil de production, de transport et de distribution, et nous permettra d'assurer le contrôle en temps réel de tout notre système électrique. Ce centre de contrôle surveillera à la fois le fonctionnement de l'ensemble du réseau électrique national et les ouvrages du réseau de transport et de distribution de l'énergie électrique. Les informations seront transmises en temps réel aux opérateurs du dispatching national afin d'assurer la coordination de son exploitation.
Nous restons à Yamoussoukro, un atelier de collaboration entre acteurs publics et privés pour l'amélioration de la gestion de la petite mine de Côte d'Ivoire a eu lieu. Présidé par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, cet atelier visait à apporter des solutions scientifiques à l'entrepreneuriat minier. Konina Nourgo et Charles Kouakou. Trouver des solutions scientifiques pour la formalisation de la petite mine afin de lutter contre l'orpaillage illicite. C'est tout l'objet de cet atelier entre les acteurs publics, privés et académiques du secteur minier. Durant ces 2 jours, meublés de travaux scientifiques, cette initiative du réseau Activités minières et développement durable permettra de relancer la petite mine en Côte d'Ivoire. Le présent atelier matérialise la contribution forte de l'INPHB et ses partenaires au secteur minier en vue d'assurer un accompagnement scientifique efficient et en particulier au secteur des petites mines en plein essor. Pour le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, cette initiative vient accroître les possibilités d'assainissement du secteur minier. L'initiative du réseau Activités minières et développement durable s'inscrit parfaitement dans la vision du programme national de rationalisation de l'orpaillage et partant de notre politique de développement du secteur de la petite mine. Cette initiative vient à point nommé pour accroître les possibilités d'assainir le secteur minier à petite échelle et ainsi contribuer à faire de la petite mine l'un des leviers de vitesse du développement du secteur. Au terme de cet atelier, des recommandations ont été formulées. Elles seront prises en compte dans la mise en œuvre des stratégies de gestion de la petite mine en Côte d'Ivoire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.